New York. Une jeune femme disparaît. Personne n'avait vu ma sœur. Il n'y avait aucune preuve de meurtre. Était-elle suicidaire comme l'affirme son mari? L'affaire serait-elle liée à ses aventures extra-conjugales? La police s'est intéressée à son amant et à son ex-amant. Elle était trop intimidée pour raconter ce qu'elle subissait. Elle craignait des représailles. Pour la famille, ça ne fait aucun doute. Elle a été assassinée. C'était une évidence. Ma sœur était morte. Selon le médecin légiste, il pouvait découper un corps comme un cuistot découpe un poulet. Pour Vanity Fair, l'écrivaine Lisa De Paolo a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Meurtre sans corps ». Le voici en images. « 8 juillet 1985. C'est la fin du week-end du 4 juillet. À 21h20 ce soir-là, Robert Birenbaum, 29 ans, interne en chirurgie, se rend au commissariat local. Il vient signaler à la police que sa femme, Gail Katz Birenbaum, étudiante en doctorat de psychologie, a disparu. La police a appris la disparition de Gail Katz quand Robert Birenbaum s'est rendu au commissariat local et a rempli le formulaire UF61 pour déposer plainte. Elle avait quitté le domicile conjugal 36 heures plus tôt, à la suite d'une dispute. Il a dit qu'ils s'étaient disputés et que Gail était partie. Il a ajouté qu'elle allait souvent se détendre à Central Park. Il a quitté l'appartement, s'est rendu chez sa sœur pour assister à l'anniversaire de son neveu, et puis il est allé à West Orange, dans le New Jersey, voir un ami avant de rentrer chez lui dans la soirée. Bob m'a appelé ce soir-là. Et il m'a demandé si Gail était avec moi. Est-ce que tu as vu Gail? Est-ce qu'elle est avec toi? Elle n'est pas rentrée. Robert Birenbaum appelle sa belle-mère, mais elle aussi est sans nouvelles de Gail. Tout le monde se demande où elle a bien pu passer. L'Upper East Side, quartier chic de Manhattan, semble à 1000 lieues de North Belmore, la petite ville de Long Island où a grandi Gail Katz. Nous étions très proches toutes les deux, au collège et au lycée. Je décrirais Gail comme une personne très intelligente et d'une grande douceur. Je la trouvais très délicate, très élégante. Elle voyait les qualités des autres. Et quand ils avaient de gros défauts, elle s'efforçait de les aider et de les faire changer. Elle était très appréciée. Elle avait toujours un petit ami. Elle ne manquait pas d'affection. Gail avait du succès. Elle avait connu beaucoup d'hommes avant Bob, mais pas de charmants médecins juifs comme lui. Quand des amis lui présentent Robert Birenbaum en 1982, Gail Katz tombe sous le charme. Ils ont commencé à se fréquenter. Tout était merveilleux. Bob était pilote, il était très romantique. Je n'oublierai jamais quand elle m'a raconté cette soirée où ils avaient survolé les ponts de Manhattan au coucher du soleil. C'était extraordinaire. Il parlait 5 langues. Il avait de belles voitures, cuisinait comme un chef. Il jouait de la guitare. Et il était plutôt mignon. Il étudiait la médecine. Il voulait devenir chirurgien esthétique.
Le 29 août 1982, Gail Katz épouse ce chirurgien accompli, issu d'une famille aisée. Bob Birenbaum m'avait l'air d'un bon garçon. Elle semblait rechercher la sécurité à l'époque. Et je pense que c'est ce que Bob lui a offert. La sécurité et le confort financier. Cela fait 5 jours que Gail a disparu et Robert est toujours sans nouvelles de sa femme. Il est apparu dans le journal télévisé, il a lancé un appel à témoins. New York City Police tonight are looking for a Manhattan surgeon's wife missing since last Sunday after a fight with her husband. She's a graduate student in psychology, takes that very seriously, and has patient responsibilities, has patients who are dependent on her. And I think no matter, what, she wouldn't abandon her patients. What do you think happened to your wife? I don't know, but I'm worried. La police épluche le carnet d'adresses de Gail et interroge tous les gens qui l'ont vue la semaine précédente, y compris les voisins et les employés de l'immeuble. Personne n'avait vu ma sœur, pas même les portiers. Il y avait des caméras de surveillance dans l'immeuble où ils habitaient. Mais quand la police a eu accès aux images, la bande avait déjà été effacée. Bob et sa famille, ainsi que les amis et les proches de Gail, ont commencé à placarder des affiches sur l'avenue qui va de l'appartement à Central Park et dans tout Central Park. On a imprimé des affiches avec sa photo et on en a mis partout dans Manhattan. Il y avait beaucoup de témoins. Les gens appelaient la police pour dire qu'ils avaient vu Gail sur la ligne 7 du métro. Quelqu'un pensait même l'avoir aperçue dans le Bronx. La police donne suite à chaque appel, sans succès. Mais un appel en particulier intrigue les enquêteurs. Un certain Joel Davis a appelé la police pour dire qu'il avait vu Gail en compagnie d'une autre femme. Ce dimanche-là, vers 15h, dans une boutique de bagels de Manhattan. Mais cette piste, comme les autres, ne mène nulle part. Voilà plus d'une semaine que Gail Katz Birenbaum a disparu. Les enquêteurs décident de réinterroger son mari. Je ne pense pas qu'ils le considéraient comme suspect, mais on s'intéresse toujours au conjoint en premier lieu. Cette fois, il questionne Bob Birenbaum sur son couple. Il admet qu'ils se disputaient beaucoup. Le voisin du dessous a déclaré qu'il se passait rarement un jour sans qu'il y ait une scène dans l'appartement du dessus. Bob était interne. Il travaillait énormément, comme tout bon interne en chirurgie. Et Gail se sentait un peu délaissée. C'était un drôle de type. Son comportement était parfois inquiétant. Il était très dominateur. Il lui disait comment s'habiller et s'énervait quand elle ne l'écoutait pas. Quand elle voulait allumer ou éteindre la lumière, il lui attrapait la main et le faisait à sa place. C'était Bob qui commandait. Au fond d'elle-même, elle pensait, comme beaucoup de femmes, qu'il allait changer. Je savais qu'au fond d'elle, elle aimait Bob. Mais la situation était devenue impossible. C'était trop étouffant pour Gail. Elle a eu 2 aventures pendant leur mariage. Je crois que la première n'était qu'un flirt. J'étais au courant qu'elle avait une liaison au moment de sa disparition. C'était une relation très particulière. Je crois qu'elle était amoureuse d'un professeur. En réalité, le jour de sa disparition, Gail Katz Birenbaum était à la recherche d'un appartement. La dernière fois que j'ai vu Gail, c'était chez son coiffeur.
Elle avait la rubrique immobilier du New York Times sur elle. Elle avait entouré plusieurs annonces et elle m'a dit qu'elle envisageait de quitter Bob. Ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, elle n'avait jamais été aussi près de le quitter. La police interroge Bob Birenbaum sur l'infidélité de sa femme, mais il affirme n'être au courant de rien. Gail aurait-elle quitté son mari pour le nouvel homme de sa vie? Il s'avère que son amant n'avait aucune nouvelle d'elle, ni aucun membre de la famille. Il était clair à présent qu'elle n'avait pas simplement disparu. Plus d'une semaine s'est écoulée et toujours aucune trace de Gail Katz Birenbaum. Ses proches et ses amis attendent désespérément un signe de vie. Personne ne l'avait vue. Elle n'avait pas appelé, mais il gardait espoir. Elle s'était volatilisée dans la nature. Mais on ne perdait pas espoir. Peut-être qu'elle était partie, qu'elle allait revenir, qu'elle était encore en vie. J'en ai les larmes aux yeux. Le mari de Gail, Robert Birenbaum, pense que sa femme s'est peut-être suicidée. Elle souffrait de dépression. Elle avait été hospitalisée 2 fois. Donc l'hypothèse du suicide n'était pas improbable. Elle avait déjà fait une tentative. Mais se suicider et cacher son corps, ça relève du tour de force. Rien ne prouve non plus que Gail soit partie avec un autre homme. La police s'est intéressée à son amant et à son ex-amant, ce qui est tout à fait normal. Mais tous deux avaient un très bon alibi. Les enquêteurs commencent à se demander si le jeune interne en chirurgie, Robert Birenbaum, leur a tout dit. Ce qui a semé le doute, ce sont les histoires que leur a racontées sa sœur Elaine à propos de cette relation insensée. Elaine Katz se souvient notamment d'une altercation entre les deux époux 1 an après leur mariage. Ma sœur révisait pour son examen d'entrée à l'université. Elle pensait que Bob était parti pour la journée. Elle était stressée à cause de cet examen. Alors elle a allumé une cigarette. Robert Birenbaum était résolument et farouchement anti-tabac. Pendant qu'elle fumait, Bob est rentré à l'improviste. Et d'après ce qu'elle m'a raconté, il a bondi par-dessus le canapé, lui a sauté dessus et s'est mis à l'étrangler. Elle m'a dit qu'il l'avait déjà saisi à la gorge par le passé, mais jamais au point de lui faire perdre connaissance. Quand elle a repris connaissance, il était penché sur elle et sanglotait. Il lui a demandé pardon et lui a juré que ça ne se reproduirait plus. Un médecin avec qui elle travaillait a remarqué les traces de doigts sur son cou. Et 4 jours plus tard, elle a porté plainte à la police. Mais ce n'est pas allé plus loin. Il n'y a pas eu de suite. Je suppose que Gail était trop intimidée à l'époque pour raconter ce qu'elle subissait. Elle craignait des représailles de la part de Bob. La police n'a rien fait au sujet de sa plainte. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on était en 1985. Et à l'époque, la police estimait qu'elle avait mieux à faire que de se mêler des disputes d'un couple.
Elle a déménagé. Elle est allée vivre chez mon grand-père à Brooklyn. Robert promet qu'il va changer. Et pour le prouver, il accepte de consulter un psychiatre. Il a fait ce qu'il fallait pour la reconquérir quand elle est partie à Brooklyn. Il a joué la carte du pauvre mari qui suit une thérapie et qui promet de ne plus jamais recommencer. Gail tenait à son couple. Il n'a eu aucun mal à la convaincre de revenir. Mais rien n'indique qu'après le retour de Gail et avec cette prétendue thérapie, les choses se soient arrangées pour le couple. La famille de Gail commence à croire que Robert Birenbaum est responsable de la disparition de sa femme. C'était un homme instable. C'était évident. Bob était violent. Les proches de Gail fouillent l'appartement des Birenbaum en quête de preuves. Un jour, alors que Robert est au travail, il découvre un indice troublant. Elle avait laissé son sac à main avec ses clés, son porte-monnaie et ses cigarettes. Personne, après une dispute, ne part sans son sac et ses cigarettes s'il fume. Il n'y avait aucune preuve de meurtre. Il n'y avait pas de corps, leur relation de couple était conflictuelle, mais on ne met pas quelqu'un en examen pour ça. L'affaire est classée sans suite. Puis en mai 1989, 4 ans après la disparition de Gail, une découverte macabre relance l'enquête. Un torse de femme flottait sur l'eau, à Staten Island. Pourrait-il s'agir, après toutes ces années, du corps de Gail Katz Birenbaum? Mai 1989. Un torse mutilé est retrouvé près d'un embarcadère de Staten Island. Après examen, le médecin légiste conclut qu'il s'agit du corps de Gail Katz Birenbaum, disparu 4 ans plus tôt. Les tests ADN n'existaient pas. Ils ont constaté une malformation d'une côte qui correspondait exactement à celle que présentait Gail sur la radio, et le cabinet de médecins légistes a certifié que ce torse était celui de Gail Katz. Ses proches avaient au moins ce qu'il restait du corps. Et ils ont pu l'enterrer. Ça nous ôtait un poids. C'était une bonne chose. Pour sa famille et ses amis, l'état du corps de Gail est une preuve de plus que son mari, Robert Birenbaum, le talentueux chirurgien, l'a tué. Le corps avait été démembré. On l'avait amputé des bras et des jambes au niveau des épaules et des hanches. Et on l'avait également décapité. Évidemment, en tant que chirurgien, Robert Birenbaum avait cette capacité. Mais ce torse n'est pas une preuve suffisante pour obtenir une mise en examen. On a déterminé que ça ne suffirait pas à entraîner une condamnation pénale. Une fois de plus, la porte s'est refermée. Je criais haut et fort que Bob était coupable. Je l'accusais. Il avait tué ma sœur. J'ai écrit au secrétaire et au médecin avec qui il travaillait, et je leur ai envoyé toutes les coupures de presse. Elle leur disait « Demandez-lui ce qui est arrivé à sa femme ». Elaine Katz ne relâchait jamais ses efforts. Croyez-moi, si vous vous faites démembrer, c'est la sœur qu'il vous faut. Elle est sans pitié. Si Bob Birenbaum se prétendait innocent, elle faisait tout pour détruire sa vie. Fin 1989, Robert Birenbaum quitte l'appartement qu'il partageait avec Gail et déménage dans l'Ouest.
J'ai appris que Bob avait fait ses valises pour Las Vegas. C'est une de ces villes où s'installent les gens qui veulent refaire leur vie. Ce qu'il a fait. Il devient un chirurgien esthétique de renom. Dans la capitale du strass et des paillettes, le docteur Birenbaum tient un cabinet de chirurgie esthétique respectable. Plein de gens se font refaire les seins, le nez ou lifter le visage à Las Vegas. Mais ce n'était pas sa spécialité. Il opérait les personnes atteintes de malformations, les enfants avec un bec de lièvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il participait régulièrement à des vols humanitaires à destination du Mexique pour opérer bénévolement les plus démunis. Il faisait partie de ces médecins qui se rendent dans les villages pauvres pour soigner les enfants atteints de monstruosités. Le docteur Bob, comme on l'appelle, est considéré comme un chirurgien généreux et bienveillant. Il ne reste aucune trace de son passé. C'est la coqueluche de la ville. Il s'amusait bien à Las Vegas. Il sortait, il avait plusieurs petites amies. Il jouissait d'une excellente réputation. C'est à Las Vegas qu'il a rencontré sa future seconde femme, Janet. Elle était gynécologue. Et ils se sont installés dans le Dakota du Nord. Le frère de sa femme vivait là-bas. Bob était très respecté. Je dirais même qu'il menait une vie admirable. C'était apparemment un pilier de la communauté. J'ai été consternée d'apprendre que Bob était aussi bien considéré. L'enquêteur principal du bureau du procureur de New York, Andy Rosenzweig, a toujours soupçonné Robert Birenbaum de mentir. Rosenzweig m'a dit « Je sais que Bob a commis ce meurtre et je vais le prouver avant de prendre ma retraite. » Cette affaire l'a tracassé pendant des années. Il n'arrêtait pas de retourner le problème dans tous les sens. Dan Bibb et Steve Saraco, tous deux procureurs de district de New York, dirigent un service chargé d'étudier les meurtres non élucidés. Andrew Rosenzweig nous a demandé de nous pencher sur une affaire de disparition, celle de Gail Katz Birenbaum. Il a posé sur mon bureau un carton qui contenait tous les documents concernant l'affaire Birenbaum. Les enquêteurs ont appris une information de la plus haute importance quelques mois après la disparition de Gail. Birenbaum pilotait des avions. Il était pilote. Ça valait le coup de vérifier l'activité des aéroports ce jour-là. Ils sont allés voir dans plusieurs aéroports du New Jersey s'il avait pris un avion. Et effectivement, il avait volé ce jour-là. Pendant près de 2 heures, l'après-midi du 7 juillet 1985, jour de la disparition. Il avait omis ce détail alors qu'on lui avait demandé à plusieurs reprises son emploi du temps complet le jour de la disparition. Ce n'était pas une simple omission. C'était, de notre point de vue, un énorme mensonge. Pour nous, Robert Birenbaum avait quelque chose à cacher. Et c'était pour cette raison qu'il avait volé ce jour-là. Quand la police apprend qu'il a piloté un avion le jour de la disparition de sa femme, Robert Birenbaum ne parle déjà plus aux enquêteurs. Il avait engagé un avocat. On n'a pas pu l'interroger sur ce point. La police fouille la voiture et l'avion de Birenbaum, mais ne trouve aucune trace ADN de Gail. Le procureur de district de Manhattan a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour continuer. Faute de preuves,
l'affaire est classée sans suite. Mais 14 ans plus tard, Dan Bibb et Steve Saracco chargent leurs enquêteurs de réexaminer tous les éléments liés à l'affaire, y compris le torse retrouvé à Staten Island. Ils ont demandé l'autorisation d'exhumer le corps. C'était difficile pour moi, mais ils ont réussi à me convaincre. Ils ont décidé d'exhumer le corps pour réaliser des tests ADN poussés sur la dépouille de Gail. Les résultats des tests ADN consternent les autorités et horrifient la famille. Ils m'ont dit que ce n'était pas son corps. Ma blessure se rouvrait. J'étais à nouveau meurtrie. Il nous fallait autre chose, d'autres preuves. Les enquêteurs contactent une cinquantaine de personnes qui connaissaient le couple, dans l'espoir de découvrir une nouvelle piste. Steve Saracco s'entretient avec le docteur Michael Stone, le psychiatre que Robert Birenbaum a consulté après avoir tenté d'étrangler sa femme parce qu'elle fumait. Le docteur Stone lui fait une étonnante révélation. Le psychiatre du docteur Birenbaum était tellement troublé par leur séance que l'éthique l'a poussé à envoyer une lettre à Gail pour l'avertir que sa vie était en danger et qu'elle ferait mieux de partir. Il était convaincu que Bob était violent, qu'il pouvait lui faire du mal et même la tuer. Il dressait un bilan accablant de la santé mentale de Robert Birenbaum. Les deux procureurs trouvent un nouveau témoin, une femme qui a eu une liaison avec Robert Birenbaum et a emménagé chez lui quelques mois seulement après la disparition de Gail. Elle raconte aux enquêteurs une histoire inquiétante à propos de son ancien compagnon. En 1985, Roberta Karnofsky avait refusé d'être interrogée. On l'a retrouvée. Elle était anesthésiste, me semble-t-il, à Charleston, en Caroline du Sud. Et elle nous a fourni une information que personne n'avait. Un jour, alors qu'elle vivait chez le docteur Birenbaum, le téléphone sonne vers 2-3 heures du matin. C'est la police. Et il apprend qu'on aurait retrouvé sa femme. Le 7 juillet 1985, Gail Katz Birenbaum disparaît sans laisser de traces. 2 mois plus tard, son mari, le docteur Robert Birenbaum, invite Roberta Karnofsky à venir vivre chez lui. La police a appelé Bob en pleine nuit. Roberta était allongée à côté de lui. Il raccroche et lui dit qu'il pense avoir retrouvé Gail. Les policiers lui ont dit qu'elle ne savait plus comment elle s'appelait ni où elle était. Et Madame Karnofsky lui a dit « Tu veux que je m'en aille ?» Elle était prête à partir, sa femme allait revenir. Il a répondu « Non, ce n'est pas elle ». Ça voulait dire qu'il savait que ce n'était pas elle. Ça ne pouvait pas être elle, puisqu'elle était morte. Et s'il le savait, c'est parce qu'il n'était pas étranger à son décès. Suite à cette conversation, Roberta commence à soupçonner Robert d'avoir tué son épouse. Elle en parle à une amie, et les deux femmes décident de chercher des preuves. C'était un pilote breveté. Et Roberta savait qu'il tenait méticuleusement à jour son carnet de vol. Elle s'est dit qu'il suffisait de le trouver. Alors elles se sont mises à fouiller l'appartement. Elles ont joué les détectives. Pendant qu'il était à l'hôpital, elles ont trouvé le carnet. Elles l'ont ouvert à la page du 7 juillet 1985.
le jour de la disparition. Et la date de cette journée-là avait été remplacée par une autre date. Il avait changé la date. On était passé du 7 juillet au 7 août. Les enquêteurs savent que Robert Birenbaum a piloté un avion le jour de la disparition de sa femme. Mais ce nouvel indice suggère qu'il a tenté de le dissimuler. Il cherchait à cacher qu'il avait volé le jour de la disparition de sa femme. Un vol secret, un carnet de vol trafiqué et une épouse disparue. Pour les procureurs, tous ces éléments convergent vers une conclusion inévitable. Ils se sont violemment disputés et il l'a étranglée. Il l'a découpée dans l'appartement. On pensait qu'il l'avait découpée dans la baignoire pour pouvoir transporter le corps plus facilement. Mais quand les policiers ont eu accès à l'appartement et ont cherché des traces de sang au luminol, ils n'ont rien trouvé. Aucune trace. On n'a trouvé aucune preuve médico-légale. Pas de sang, pas de cheveux, pas de tissu. Aucun élément scientifique qu'on puisse présenter à un jury. Strictement rien. Les enquêteurs restent néanmoins convaincus que Robert Birenbaum a tué sa femme et s'est débarrassé du corps. Selon moi, il l'a emballé dans un sac, il est sorti par derrière, il a marché jusqu'au parking où se trouvait sa voiture, a mis le corps dans le coffre, a roulé jusqu'à West Orange, l'a embarqué dans l'avion, s'est envolé au-dessus de l'Atlantique et a jeté le corps. Ça me paraît peu vraisemblable. Comment aurait-il pu faire ça? Transporter un corps dans la rue, puis dans un aéroport sans se faire remarquer? Il semble également peu probable qu'un pilote puisse jeter un corps d'un avion sans complice. Les enquêteurs procèdent donc à une reconstitution. La reconstitution a été filmée. Ils sont montés dans un avion avec un sac de sable de 50 kilos, environ le poids de Gail, et le pilote a ouvert la porte pour le jeter. Non seulement c'était possible, mais c'était facile. Le 6 décembre 1999, 14 ans après la disparition de Gail Katz Birenbaum, le procureur de district de Manhattan inculpe le docteur Robert Birenbaum de meurtre. Il a été inculpé d'homicide volontaire. Le dossier était entièrement circonstanciel, mais on était persuadé de pouvoir obtenir une condamnation. C'était plus que circonstanciel. C'était hautement circonstanciel. Et il plaidait non coupable. Quand j'ai appris que Bob était inculpé, ça m'a fait un choc. J'ai eu un sentiment de soulagement. Enfin! The trial could begin sometime in the fall. In the meantime, Robert Birenbaum's living in New Jersey with his parents, who are both physicians, as part of the bond conditions. His wife, Janet, who's now studying law, lives in this house in Grand Forks, North Dakota, with the couple's first child. But she's always at her husband's side in court. Ça a choqué beaucoup de monde, y compris dans la famille de sa nouvelle femme, d'apprendre que Robert Birenbaum devait retourner à New York pour répondre d'une accusation de meurtre. Le gentil chirurgien qui opérait les jeunes enfants. Voilà 14 ans que Gail Katz Birenbaum a disparu sans laisser de traces. Le procureur de district de Manhattan a inculpé son mari, le docteur Robert Birenbaum, de meurtre. Reste désormais à convaincre le jury de sa culpabilité. On savait que ça allait être le procès le plus dur de notre carrière.
Ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'il n'y avait pas de corps. Avant cette affaire, à New York, il ne s'était jamais tenu de procès pour homicide sans corps. C'était la première fois. Entreprendre un procès sans preuve médico-légale, c'était loin d'être gagné. Le procès du docteur Robert Birenbaum commence. L'accusation expose ses arguments. On a essayé de démontrer que cette relation était complètement dysfonctionnelle et parfois violente, que cet homme détestait sa femme. Leur théorie était très simple. Gail en avait assez. Elle lui avait dit qu'elle le quittait et il l'avait tué. Une vingtaine de témoins comparaissent. Les avocats généraux décrivent Birenbaum comme un chirurgien talentueux et tout à fait capable de démembrer un corps. Selon le médecin légiste, un chirurgien esthétique pouvait découper un corps comme un cuistot découpe un poulet, en 10 minutes. Outre le carnet de vol, l'accusation montre au jury la vidéo de la reconstitution dans laquelle le pilote jette le sac de sable de l'avion. C'était la fin du réquisitoire et ça a fait son effet. On n'a pas entendu Bob Birenbaum s'exprimer sur l'affaire. Moi, si ma vie était en jeu, si on m'accusait de meurtre, je serais intenable sur mon banc. La défense fait appel à un seul témoin, Joel Davis, l'homme qui, en 1985, a déclaré avoir vu Gail le jour où, selon l'accusation, elle aurait été tuée. Il affirmait avoir vu Gail le 7 juillet en compagnie d'une autre femme dans une boutique de bagels. Ça ne collait pas physiquement. Gail Katz Birenbaum était toute petite, toute menue. Et Joel Davis décrivait une femme imposante et plantureuse. On a montré une photo de Gail en maillot de bain. Et on a entendu des ricanements parmi les jurés. Il a admis s'être trompé de personne. Joel Davis était le seul atout de la défense. Personne en dehors de l'accusation ne pensait qu'il serait condamné sans l'ombre d'une preuve. 15 ans après, je m'interdisais d'espérer qu'il puisse être déclaré coupable. Quand j'ai entendu le verdict, je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Il a été reconnu coupable d'homicide volontaire. La juge l'a condamné à 20 ans minimum. Il est toujours en prison. Il reste cependant une question embarrassante. La mort de Gail Katz Birenbaum aurait-elle pu être évitée? Elle avait signalé à la police les actes de violence de son mari 1 an avant sa disparition. Si à l'époque, en 1985, la police avait décidé d'intervenir, qui sait ce qui serait arrivé? Elle serait peut-être encore en vie. Le moment le plus dangereux pour une femme victime de violences conjugales, c'est quand elle décide de partir. Paradoxalement, c'est quand la femme se montre forte qu'elle est le plus vulnérable. L'histoire de ma sœur en est la preuve. Je n'arrête pas de penser à Gail. Et ça m'émeut toujours autant. Elle me manque. Même après toutes ces années. Parfois, j'ai l'impression de la voir. Surtout à l'époque où j'habitais Manhattan. Quand j'étais dans le bus et que je voyais quelqu'un sur le trottoir, je marquais un temps d'arrêt. Je croyais voir Gail. Elle me manque, on aurait dû vieillir ensemble. Pour moi, c'est une perte inimaginable.